L'instrument haute fréquence est un réseau de 52 détecteurs bolométriques en forme de cornet, chargés de convertir le rayonnement en chaleur. Les détecteurs travaillent dans 6 bandes de fréquences centrées entre 100 et 857 GHz. Cette technique de pointe constitue une première dans l'espace. L'instrument basse fréquence comprend 22 récepteurs radio, réglés sur 3 bandes de fréquences entre 30 et 70 GHz. Ils fonctionneront comme une radio à transistor en amplifiant le signal capté par le télescope pour le convertir en tension électrique. Pour pouvoir détecter et mesurer avec précision les plus infimes fluctuations du bruit de fond résiduel, les détecteurs doivent être refroidis. Le LFI est refroidi à 20 Kelvin. Le HFI l'est également, mais à 0,1 Kelvin, soit 1/10 de degré au-dessous du zéro absolu. Le système de refroidissement, de conception entièrement nouvelle, se compose de plusieurs couches de plus en plus froides, chacune d'elles protégeant la suivante des rayonnements et de la chaleur dissipés par les couches externes. Voici les surfaces réfléchissantes coniques qui isolent les instruments, formant ainsi le premier étage du système de refroidissement à 50 Kelvin. La couche suivante refroidit les deux instruments, le LFI à 20 Kelvin et le HFI à 18 Kelvin. Il s'agit d'un refroidisseur par adsorption, formé de compresseurs fonctionnant en cycle, qui sont remplis d'un hydrure métallique qui absorbe et désorbe l'hydrogène gazeux. Pour atteindre la température nécessaire au fonctionnement du HFI, on utilise un système à détente Joule-Thomson, actionné par des compresseurs mécaniques. L'emploi d'hélium gazeux permet d'abaisser la température à 4 Kelvin. La couche interne est un réfrigérateur à dilution, fonctionnant avec un mélange de 2 isotopes d'hélium. La dilution provoque une modification de l'enthalpie, qui refroidit le mélange d'hélium jusqu'à 0,1 Kelvin. Le système de refroidissement, les détecteurs et les miroirs sont installés au sommet d'un module de service intégrant tous les équipements nécessaires au fonctionnement du satellite. Un panneau solaire monté à la partie inférieure assure l'alimentation et la protection contre le rayonnement solaire direct. Plink possède 2 miroirs réfléchissants qui captent la lumière et la dirigent sur les détecteurs. Le télescope et les instruments sont entourés par un grand déflecteur, servant à dissiper dans l'espace la chaleur émise par les détecteurs au plan focal. Il permet également au système de refroidissement des instruments de travailler dans un environnement stable et froid. Afin que les données recueillies soient aussi précises que possible, Planck a été mis en orbite autour du deuxième point de Lagrange, dénommé L2. C'est là que 3 forces s'équilibrent: la gravité terrestre, la gravité solaire et la force centrifuge due à la rotation. Le point L2 est situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, soit presque 4 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Ainsi positionnée, la charge utile de Planck est maintenue à l'ombre, tandis que son réseau solaire est orienté en permanence vers le Soleil. L'une des difficultés majeures que présente la mesure du bruit de fond résiduel est la lumière parasite émanant d'autres sources micro-ondes. À titre d'exemple, la Terre est 99 fois plus lumineuse que le rayonnement fossile dans la bande des micro-ondes. Le choix d'une orbite éloignée de la Terre permet d'atténuer le problème, car la taille angulaire de notre planète se trouve alors considérablement réduite. Depuis le point L2, la Terre apparaît d'une taille comparable à celle de la pleine Lune, observée depuis le sol de notre planète. Le satellite Planck effectue une rotation en 1 minute, pendant laquelle son champ de visée balaye un secteur angulaire de 170 degrés. Il peut couvrir la totalité du ciel en 6 mois. Pour établir une carte du bruit de fond résiduel, les données doivent être débarrassées de toute source de bruit parasite, avant d'être soumises à un traitement approfondi. L'avantage de l'utilisation d'un grand nombre de fréquences pour détecter le bruit de fond résiduel est que les sources micro-ondes situées à l'avant-plan peuvent être supprimées avec une plus grande précision. Lorsqu'on observe une carte du bruit de fond résiduel, on constate une asymétrie. Connu sous le nom de dipôle cosmique, ce phénomène est dû à l'effet Doppler, résultant du mouvement de la Terre et du Soleil par rapport au fond cosmologique. En supprimant le dipôle, on obtient les variations de température présentes dans l'ensemble du ciel. Sur cette image, les micro-ondes émises par la Voie lactée apparaissent sous la forme d'une bande rouge à l'avant du bruit de fond résiduel. Ce signal peut également être supprimé par la même occasion, livrant ainsi de précieuses informations sur notre galaxie. En dehors du plan de la Voie lactée, la mesure des variations de température ou anisotropie du bruit de fond résiduel est contaminée par les micro-ondes émises par les galaxies et les amas de galaxies évoluant à grande distance.
Chaque catégorie d'objet est caractérisée par un spectre qui lui est propre et qui peut donc être supprimé. Après séparation de tous les bruits liés à ces phénomènes astrophysiques, les éléments les plus notables sur les cartes apparaissent sous forme de petites taches. Les données recueillies par Planck seront soumises à différents types d'analyses très poussées afin d'étudier certaines tâches caractéristiques susceptibles de traduire la présence de lumière polarisée. Ce que j'espère découvrir avec Planck, c'est ce que nous appelons le mode B de polarisation, lié au champ magnétique polarisé du bruit de fond résiduel. Cela confirmerait notre interprétation de l'origine de l'univers, des ondes gravitationnelles et des fluctuations qui ont donné naissance, juste après le Big Bang, à la structure de l'univers telle que nous la voyons aujourd'hui. Une telle découverte mériterait un prix Nobel, non pas pour moi, mais pour toute l'équipe. Il existe un grand nombre de questions auxquelles Planck répondra directement. C'est également une mission capitale pour les générations futures. Il est d'ailleurs intéressant de constater que la plupart des grands projets scientifiques proposés pour les 10 à 20 prochaines années reposent sur l'hypothèse d'une réussite de la mission Planck, que l'on compte bien mettre à profit pour élargir encore nos connaissances dans ce domaine. Dans cette vidéo, nous avons pu faire plus ample connaissance avec la mission Planck. Nous avons vu comment, en détectant la lumière primordiale de l'univers, elle fournira les informations nécessaires pour répondre à quelques-unes des questions fondamentales de l'astronomie. Il ne nous reste plus qu'à en attendre patiemment les résultats, qui promettent des débats passionnants. Mon nom est Rebecca Barnes. Je vous remercie de votre attention.